Bonjour à vous, merci de m'avoir invité en ces lieux. Je vais parler donc, vous le voyez, de ce qui fait l'essence de la vie, le sexe et son origine. Aussi, je vous invite à réfléchir sur le public ici, et bien disposé à l'âge requis pour qu'on puisse parler de ces choses particulières qui sont évidemment très importantes à concevoir. Pour parler de tout ça, on va décliner cette question en trois parties. Vous verrez d'ailleurs que ce sont des chapitres absolument majeurs. De quoi le sexe est-il le nom? Qu'est-ce que deviennent l'érotisme des bulles? Et puis qu'est-ce que la séduction? Et nous finirons par une des plus graves questions qui soit, et le plaisir dans tout ça. La nature est incroyablement variée, ça vous le savez déjà, parce que même dans les lieux les plus reculés, les plus secs, les plus improbables du vivant, on peut prendre par exemple les océans, ou encore les milieux les pires dans lesquels vous pouvez imaginer des êtres vivants, par exemple les draps de votre lit, eh bien, il y en a énormément. On va retrouver énormément d'êtres vivants, et tous ces êtres vivants qui vont y habiter posent une simple question, la question essentielle que se pose la biologie depuis tout temps: d'où provient une telle biodiversité? C'est un Français, Jean-Baptiste Lamarck, qui, dès le départ, a identifié la première fois la réponse. La biodiversité provient d'une très lente diversification des espèces, et c'est cette transformation des espèces qui explique cette étonnante présence des êtres vivants sur la planète. Alors pour cela, il a dit une chose très simple: il n'y a pas de vie, mais il y a par contre énormément d'êtres vivants. Car chaque être vivant a son identité propre, sa manière propre de vivre. C'est Darwin qui ensuite a suspecté que cette transformation dépendait du fait que certains caractères, des ailes, des couleurs, des traits particuliers, allaient être avantageux par rapport à d'autres qui ne le seraient pas. Et c'est à partir de là que le darwinisme s'est fondé sur la concurrence entre les êtres vivants. Et puis, on a découvert les gènes, la théorie est donc devenue un petit peu plus compliquée, on a compris que c'était une synthèse qu'il fallait faire entre la génétique et le darwinisme, et en associant darwinisme et génétique, on a inventé une théorie qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, qui maintenant est rebattue en brèche par une nouvelle théorie qu'on appelle la nouvelle théorie d'évolution, depuis les années 80 à peu près, et qui nous dit en gros une chose très très simple: l'évolution résulte de ce que les gènes se diffusent. Alors, ça signifie évidemment quelque chose de très très simple, c'est que se reproduire, c'est déjà évoluer. Il n'y a donc pas sur la planète des espèces qui seraient à l'abri d'évolution et d'autres qui évolueraient. Il suffit simplement de se reproduire pour évoluer. Le problème, c'est que généralement, quand on se reproduit, c'était juste pendant des millions, des milliards d'années même, une simple question de peu de variations. On se divisait, on se coupait en deux, on faisait des cellules filles, et ces cellules filles reproduisaient les mêmes génétiques que maintenant. La seule variation était liée à des erreurs de gènes. Et puis, un jour, on va voir apparaître ça, il y a presque 3 milliards d'années, quelque chose est devenu tout bouleversé dans ce grand dispositif, c'est le sexe. Et depuis lors, 95% des êtres vivants qu'on appelle les eucaryotes pratiquent le sexe. 95%, on pourrait même dire en fait 100%, puisque parmi les 5% qui ne le pratiquent pas, leurs ancêtres pratiquaient déjà le sexe. C'est parce qu'ils ont arrêté de le pratiquer. On va comprendre petit à petit pourquoi. Alors, on va donc essayer de se pencher sur cette étrange chose de la nature et essayer de comprendre évidemment d'abord de quoi je parle. Qu'est-ce que les eucaryotes? Eh bien, les eucaryotes, c'est l'ensemble des organismes dont la cellule possède un noyau. C'est-à-dire ce sont tous les champignons, toutes les plantes, tous les animaux et tous les protistes. On va plutôt s'attarder sur les protistes et les animaux, qui sont plus dans mon secteur d'activité, mais ça concerne vraiment tout ce que vous appelez habituellement la flore et la faune. En gros, vont se sortir de ça tout ce qu'on appelle les archées, les bactéries, qui ne font pas partie, eux, des eucaryotes. Et à chaque fois qu'on regarde le sexe, on s'aperçoit qu'il y a forcément deux sexes. Alors, il y a des chercheurs qui vont vous dire qu'il y en a 100, 170 ou 200 même, on peut trouver ça, parce qu'il y a différentes formes de sexe. Mais dans la réalité, on retrouve toujours un sexe fécondant et un sexe fécondé. Il faut donc être deux pour fabriquer une syngamie, et il y aura un sexe qui va être fécondé et l'autre qui va le féconder. À la différence de la sélection naturelle, qui elle est aveugle, la parade amoureuse fait quelque chose de totalement différent. Elle est dépendante, non pas des événements, comme la sélection naturelle, mais elle est dépendante d'un partenaire sexuel. Car pour faire du sexe, il faut non seulement être deux, mais il faut être d'accord pour le faire. Et là, évidemment, ça complique quelque chose, puisque ça fait impliquer dans l'évolution quelque chose qui n'avait pas été prévu par la biologie au départ, la liberté de choix. Nous avons tous le choix de pratiquer ou de ne pas pratiquer le sexe. Et évidemment, c'est cette liberté de choix qui va orienter le grand processus évolutif.
Alors évidemment, la variation va aussi intervenir, et elle va intervenir maintenant à un niveau incroyable, puisque les descendants vont être différents des parents, mais ils vont aussi être très différents entre eux. Dans la réalité, évidemment, on a l'impression qu'un frère et une sœur se ressemblent terriblement, mais quand on réfléchit bien, ils ne possèdent qu'un maximum de 50% de ressemblance, et c'est même pas tout à fait vrai, puisque dans la réalité, énormément de ces gènes ne vont pas s'exprimer de la même manière chez deux frères, chez deux sœurs, etc. On a donc un potentiel de variation qui est absolument inouï avec la sexualité. Mais là encore, qu'est-ce que le sexe? Alors, on pourrait définir le sexe pour savoir vraiment de quoi on parle. Prenons par exemple les organes sexuels. Voilà ici une génitalia d'insectes. Avec cette génitalia, les insectes pratiquent des inséminations. Mais le triton n'a pas de génitalia. Le triton est, pourrait-on dire, une sorte d'éjaculateur précoce. Il se promène dans la mare, c'est un triton marbré, on l'a bien reconnu. Et une fois qu'il est dans la mare, dès qu'il voit une femelle, il va commencer à danser. Et ça va tellement l'exciter qu'il va faire une éjaculation, l'éjaculation d'un spermatophore. Ça n'apparaît presque rien, cette petite histoire, mais c'est déjà énorme. C'est la seule fonction naturelle pour laquelle il va falloir mettre en place toute une série d'événements propres à l'individu, une excitation, des rencontres, tout un ensemble de phénomènes pour entraîner la possibilité que le sexe serve à quelque chose. En outre, souvent, il n'y a même pas d'organes d'intromission. Et les femelles vont juste capter le spermatophore. Donc voilà ici un spermatophore déposé par un triton. C'est une capsule de sperme, plus ou moins enveloppée. Marc Giraud en a parlé tout à l'heure à propos d'autres espèces. Et les araignées, c'est le cadeau nuptial. Mais il y a des animaux qui vont déposer ce spermatophore comme une sorte de cadeau nuptial, et c'est la femelle qui va venir l'attraper par ses lèvres cloacales. La question est donc incroyable. Comment peut-on arriver à une telle excitation qu'une chose comme ça puisse se passer? Mais le sexe, c'est une anatomie bizarre. Quand on regarde là une série évolutive, par exemple, uniquement concernant les vertébrés, on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui ont des organes d'intromission, des pénis, des vagins, d'autres qui n'en ont pas, qui ont des pseudophallus, qui ont des organes comme les gonopodes. Tout ça, c'est très très variable. Ou même des organes phalloïdes, par exemple, chez certains oiseaux. Alors que d'autres oiseaux n'ont pas de sexe. Certains oiseaux ont des sexes énormes, d'autres n'en ont pas. Et puis beaucoup d'espèces ont perdu le fait qu'ils avaient un pénis et ils l'ont perdu en cours de route. Donc ça signifie que le sexe ne va pas du tout dépendre simplement de ces éléments anatomiques. En plus, cette anatomie, elle n'est pas facile à comprendre. Voilà par exemple ici un pénis de canard. Hein, c'est un canard colvert, tout bêtement. Vous avez deux hémipénis de reptiles, et on voit que ces organes d'intromission très différents, très variables, vont être utilisés d'une manière tout à fait particulière. De la même manière, là, vous avez un pénis humain disséqué, et on oublie parfois la taille que peut avoir le clitoris humain, que voilà à côté, qui est effectivement lui aussi énorme, et qui correspond, là encore, à une aptitude évolutive. Tout ça, ça fait partie des corps, ça fait partie des éléments présents, et souvent, on sous-estime totalement l'existence de ces organes. Donc il n'existe pas chez certains, il existe d'une manière absolument incroyable chez d'autres, hypertrophiés, comme par exemple ici chez la hyène, où on voit un clitoris extraordinairement développé, et qui est réservé uniquement au sexe. Il faut bien comprendre, mesdames vous le savez, messieurs peut-être moins, mais le clitoris est le seul organe qui n'est dévolu qu'à pratiquer du sexe. Il ne sert pas à la reproduction. Il ne sert à rien d'autre qu'à pratiquer du plaisir sexuel. Et puis, je pourrais penser également que les mâles sont habitués à pénétrer les femelles. Mais voilà par exemple ici une petite mouche, hein, c'est une Neotragla, c'est l'inverse qui se passe, c'est la femelle qui est sur le dessus. Et c'est la femelle qui, avec cet organe particulier, hein, qui est en fait une forme d'ovipositeur transformé, hein, qui va pénétrer le mâle pour aller chercher le sperme chez le mâle. Donc elle va rentrer dans le mâle et c'est le mâle qui va se laisser faire. On s'aperçoit donc que les choses sont particulièrement étonnantes dès qu'on parle du sexe, et qu'en tout cas, ce n'est pas en se fondant sur les organes sexuels qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est qu'être d'un sexe ou d'un autre. Alors évidemment, vous êtes tous persuadés pour l'instant d'être d'un sexe simple, et a priori, chez chaque espèce, chacun est d'un sexe simple. On va voir que même là, les choses s'apparentent encore à une aventure beaucoup plus compliquée. Une autre hypothèse qui nous a été faite depuis longtemps, c'est que le sexe serait génétique. En fait, le corps est d'abord formé par des chromosomes qui vont pouvoir exprimer effectivement un ensemble particulier que peut être le sexe. Les muséums nomment normalement les espèces à partir du mâle. On dit le bœuf, le cheval, le mouton, le chien, le chat. Alors que dans la réalité, le sexe à la base est d'abord un sexe femelle, en tout cas chez les êtres X, Y, puisqu'il faut un tout petit morceau de X transformé, une sorte de X dégénéré, on appelle ça la dégénérescence d'un X, pour former un Y. Et donc le Y qui va fabriquer des mâles est en fait un X dégénéré à la base.
Donc on s'aperçoit là encore qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et que si les muséums, depuis la nuit des temps, parlent des mâles comme étant le sexe représentatif, on est loin de ça. On ne devrait pas donc dire qu'il s'agit du taureau domestique, mais bien de la vache. On ne devrait pas dire qu'il s'agit du chien, mais de la chienne. Si on était tout à fait logique avec nous-mêmes dans nos rangements. Ça va être évidemment d'autant plus intéressant qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des espèces qui vont être déterminées par une absence de chromosomes. C'est le cas par exemple d'espèces X0 par exemple, où on s'aperçoit bien qu'ici nous n'avons tout simplement pas chez le mâle de présence de chromosomes. Hein. Il y a tout simplement un X tout court et il devient un mâle. Donc sans chromosomes, l'animal va devenir un mâle. En fait, chez nombre d'espèces, il n'y a pas de chromosomes différents. Le sexe ne vient donc pas de là, et il y a une étude qui a été menée il y a très récemment sur les ornithorynques qui nous montre que le chromosome Y est tout à fait récent et qu'il est beaucoup plus jeune qu'on pouvait le penser puisqu'il est apparu il n'y a que 160 millions d'années. Or, le sexe existait bien avant, cette date paraît fatidique, donc par conséquent, le sexe est bien plus ancien que ce qu'on pouvait garder. En outre, non seulement le sexe est bien plus ancien que ces 160 millions d'années, mais il est très difficile de comprendre comment se détermine un sexe. Comment est-ce qu'on devient mâle et comment est-ce qu'on devient femelle? En fait, l'évolution a gardé énormément de souplesse dans cette possibilité. Les plantes ou les animaux qui vont posséder deux sexes ne vont s'accoupler que pour une seule raison. Ils ont nécessairement besoin de croiser des gènes. Si on ne fait pas ce croisement génétique, on va arriver très vite à des parentés qui vont être altérées et à une incapacité de produire des corps vivants. Donc, le ver de terre, par exemple, est à la fois mâle et femelle. C'est un simple lombric. Il dispose d'une spermathèque. Et là, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un accouplement entre un mâle et une femelle, mais bien l'accouplement homosexuel. Les deux individus en phase mâle vont s'injecter les spermatozoïdes l'un de l'autre, garder ces spermatozoïdes dans cette sorte de bibliothèque à sperme qui est la spermathèque. Et c'est à partir de cette spermathèque qu'au moment où ils vont ovuler, ils vont féconder leurs propres ovules. Donc vous voyez que ce dispositif est très extraordinairement archaïque. On va retrouver ça chez beaucoup d'espèces. Et en fait, on est évidemment à peu près persuadé maintenant que le sexe, à la base, est d'abord une affaire, en fait, homosexuelle. On était au départ des êtres vivants possédant les deux sexes, et c'est petit à petit que l'un des deux sexes s'est atrophié au fur et à mesure de la série évolutive. Tout ça, ça ne nous aide pas beaucoup, parce que si le sexe n'est pas encore là, où est-ce qu'il peut être? Pourrait-il être hormonal? Alors on est évidemment de l'aide parce que là les hommes savent ce que c'est que la testostérone et tous les hommes dans la salle comprennent très bien que la testostérone c'est l'hormone masculine. Manque de peau, la testostérone elle est produite par le chromosome X qui n'est pas tellement masculin comme on l'a vu tout à l'heure. En outre, les hormones se ressemblent terriblement. La testostérone et l'ostradiol sont des molécules qui sont extraordinairement semblables. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'aurais fait avec des étudiants dans vos cours, mais on voit bien ici que les éléments vont nous compliquer la vie. Car si même les hormones ne nous fabriquent pas notre sexe, on va commencer à se poser des questions pour savoir ce que l'on est. Alors évidemment, les hommes produisent plus de testostérone que les femmes, chez l'espèce humaine. Mais il y a des recoupements importants et il y a des femmes qui possèdent plus de testostérone que des mâles et des mâles qui possèdent moins de testostérone que les femmes. Le testostérone participant aussi de l'hormone du désir. C'est assez compliqué de comprendre qu'il va s'agir d'un moment donné, d'un moment clé dans le développement des organes pour que les organes se forment ou ne se forment pas. Et il ne s'agit pas d'une simple question de quantité, mais aussi du moment où les choses vont se passer. Alors évidemment, maintenant que j'ai dit que tout le monde était mâle et femelle, que tout ça c'était compliqué, on va encore compliquer la chose en se rendant compte que même chez les crocodiles, les espèces peuvent avoir du sexe de manière très différente. Prenez par exemple l'alligator, ici qui est en dessin, eh bien on s'aperçoit en fait que l'alligator, son sexe va dépendre de la température dans l'environnement du nid. C'est-à-dire que si les individus sont au centre du nid, ils deviendront des mâles. Si les individus sont en périphérie du nid, ils deviendront des femelles. Cette variation de température est inverse chez les tortues, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement la chaleur qui va provoquer des femelles ou le froid qui va provoquer des femelles, puisque chez les tortues, la situation est exactement l'inverse. La température peut donc déterminer le sexe de qui on est, et selon le moment où on est né. Mais ce n'est pas encore tout. On peut encore aller beaucoup plus loin dans la question du sexe. Car le déterminisme du sexe peut aussi dépendre d'un déterminisme social. Ça va dépendre des individus qui nous entourent. Si on est très nombreux ou pas nombreux, on peut devenir d'un sexe ou d'un autre.
Un individu plus âgé peut se transformer en un autre sexe. C'est le cas, par exemple, chez les labres, où les individus sont des femelles, et puis celui qui est la femelle la plus âgée, elle se dit, bah, tiens, je vais être le mâle maintenant, comme ça je vais avoir ma cour autour de moi, puisque les autres sont tous des femelles. Et à sa mort, évidemment, ça recommencera. De la même manière, chez la petite crépidule fornicata qu'on a là, c'est relativement simple, hein, puisque pour être en fait une femelle, il suffit que quelqu'un vous monte dessus. Si une autre crépidule, ce sont les petits escargots voyant pilés, eh bien si une autre crépidule vous monte sur le dos, pas vous devenez une femelle, et du coup c'est comme ça que la fécondation va se faire. Donc vous voyez que les solutions évolutives sur le sexe sont absolument inouïes, sont effectivement d'une variation incroyable, et que si les individus peuvent sans arrêt changer, se transformer de sexe, y compris chez des espèces très très proches de nous, on va évidemment avoir beaucoup de mal à comprendre de quoi on parle. Et pourtant, il y a bien quelque chose que tout le monde sait intuitivement. Les espèces sont bien disposées en couple. Il y a bien des mâles d'un côté, des femelles de l'autre. Il y a même ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Chez le faisan, par exemple, la couleur du mâle est totalement différente de la couleur de la femelle. On pourrait même passer très longtemps pour parler justement du rôle de ce dimorphisme. Regardez chez ce petit singe vervet, il expose clairement qu'il est un mâle avec des attributs colorés, rouge, bleu, etc. Quant au mâle d'ongulé ici présent, ses cornes montrent effectivement que c'est un animal mâle. Mais alors, à quoi ça sert d'être aussi différent? Le problème, c'est qu'on sait aussi que ce n'est pas vrai. Le dimorphisme sexuel n'existe pas toujours. Si vous prenez les deux guêpiers, ce n'est pas facile de reconnaître le mâle de la femelle. Chez les criquets, la différenciation est également très délicate. Quant au renard, évidemment, la différence peut se faire, hein, mais elle est beaucoup plus délicate à observer. On s'aperçoit donc que le dimorphisme exagéré qu'on peut trouver chez l'éléphant de mer ou chez d'autres espèces n'est pas obligatoire. Alors pourquoi est-ce que ça existe chez certaines espèces et pas chez d'autres? Et pourquoi s'agit-il toujours de sexe? Est-ce que c'est parce que chaque espèce aurait sa manière de faire, ou est-ce qu'au contraire c'est parce que quelque chose d'autre intervient? D'ailleurs, il faut savoir que la sexualité existe avant le sexe. Si on regarde par exemple ici cette paramécie, alors la paramécie, quand elle se reproduit, elle se coupe en petits morceaux. C'est un protiste, hein, une espèce très proche des animaux. Mais quand elle veut faire du sexe, elle se conjugue, elle fait ce qu'on appelle une vraie conjugaison. Dans cette vraie conjugaison, parce qu'un protiste c'est quand même 10 000 fois plus grand qu'une bactérie, hein, c'est pas un tout petit truc, c'est un vrai eucaryote, eh bien évidemment il n'y a pas de mâle et il n'y a pas de femelle, mais ils vont faire du sexe. Ils s'accouplent, si vous préférez, ils se conjuguent. Le mot conjugal, vous voyez, relation conjugale. Bien là, vous êtes en pleine relation conjugale, ils sont en pleine conjugaison, et là, ils vont s'échanger de l'ADN, faire ce qu'on appelle une syngamie, une méiose, et donc elles font du sexe. Quant aux lézards qui sont dessous, ce sont deux femelles qui sont occupées actuellement à pratiquer une activité sexuelle. Si elles ne pratiquaient pas cette activité sexuelle, si la femelle ne se mettait pas sur l'autre femelle, eh bien l'autre femelle ne pourrait pas avoir des bébés. Car c'est uniquement sans fécondation, juste par le comportement sexuel que va avoir la femelle, que l'autre femelle peut ainsi se reproduire. Ça n'existe pas chez tous les lézards, il s'agit d'une parthénogénèse, ou reproduction des vierges, hein, on dirait que ça veut dire ça. Et donc, pour déclencher l'embryogénèse, il faut qu'elles aient des relations homosexuelles. Sans ces relations-là, pas de parthénogénèse, donc pas de reproduction, donc pas de lézard aspidocélis. On voit donc très bien qu'on est ici dans des choses qui sont ahurissantes et que biologiquement, on est obligé de se sortir du carcan de ce qu'on a pensé à partir de l'homme. Il faut se rappeler que souvent, la biologie, on l'a commencé par l'homme, et après on a regardé les autres animaux, à tel point que quand on regarde un criquet, on dit que sa patte est un fémur, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout comme un fémur humain. Et comme on est parti de l'humain pour regarder les animaux, on a souvent une fâcheuse tendance à essayer de concevoir ce que peuvent être les vraies fonctions de la biologie. On va voir qu'à l'origine, tout ça est une simple question d'érotisme. Vous allez me dire, c'est quelque chose que vous saviez déjà, mais évidemment, c'est quelque chose dont il faut pouvoir reparler. Alors l'érotisme, ça commence très très loin, puisque ça existe évidemment aussi chez les plantes. Hein. Les plantes sont des sexes. Hein. La fleur, c'est d'abord un sexe. Mais il faut aussi se rappeler que même si on est des fleurs, la sexualité n'est pas du tout une simple forme de tendresse. Alors je vous ai mis en petit médaillon ici la menthe religieuse, dont on sait comment le mâle peut finir. Tous les mâles ne finissent pas comme ça, heureusement, hein, sinon on arrêterait tout de suite. Hein, mais beaucoup de mâles peuvent avoir beaucoup d'ennuis en essayant d'avoir une copulation avec une femelle. Et évidemment, on sait que d'un point de vue évolutif, les femelles peuvent aussi avoir beaucoup d'ennuis quand elles copulent avec des mâles. Parfois, elles ne le veulent pas et elles sont plus ou moins forcées de le faire. Il existe ce qu'on appelle en biologie une divergence d'intérêt. Cette divergence d'intérêt va nous conduire à quelque chose d'encore plus compliqué en biologie.
A priori, dans le darwinisme, la chose la plus simple qu'on répond, c'est les êtres vivants sont sur la planète pour pérenniser leur propre espèce. Et tout ce qu'ils font sert à pérenniser leur propre espèce. Le problème, c'est que c'est évidemment assez faux. C'est évidemment vrai, mais c'est en même temps assez faux. L'exemple le plus simple que je vais prendre, c'est celui de l'être humain, puisque c'est une espèce biologique beaucoup plus facile et beaucoup plus démonstrative pour expliquer cela. Une femme, en règle générale, refuse de faire 33 enfants dans sa vie. C'est assez rare qu'elle les fasse. Pourtant, une femme, biologiquement, peut faire 33 enfants. Un homme, il peut accepter d'en faire 33, mais biologiquement, il pourrait en faire 30 000. Or, c'est très rare. Si on cherchait vraiment à donner nos gènes, eh bien, on ferait 33 enfants, et les mâles, pourquoi pas 10 000, 30 000, ou beaucoup plus encore. Évidemment, 22 enfants, déjà, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de candidates dans la pièce. Et il est fort probable qu'on se soit arrêté à 3 ou à 4. Comment expliquer cela? Ça s'appelle le paradoxe de Cole. La plupart des espèces font beaucoup moins de descendants que ce qu'elles devraient faire si la théorie, le sexe, ça sert à se reproduire, était une vraie théorie. En outre, les organes sexuels, quand ils existent, sont tout à fait étonnants. Alors voilà ici par exemple le baculum d'une belette. Alors, il a taille ici projetée, c'est beaucoup plus petit dans la réalité. Mais ce baculum de belette, c'est un os qui va lui permettre de tenir la reproduction pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que le mâle ne sait jamais si c'est lui qui est le père. Lorsqu'on copule avec une femelle, évidemment, on va envoyer des spermatozoïdes, mais on n'est pas du tout sûr du résultat. Il faut parfois recommencer longtemps. Alors le mâle de belette se dit, ben, c'est très très simple, puisqu'il faut rester longtemps, autant rester au moins une journée, hein, plusieurs heures. Et comme ça, je suis certain qu'en restant plusieurs heures avec la même femelle, ça finira bien par marcher. D'autres espèces vont aller beaucoup plus loin dans la méchanceté. C'est le cas par exemple des canards, qui peuvent se décider pour violer une femelle pour essayer de l'obliger à produire du sexe, ou encore, comme vous le voyez ici chez les mature ornés, c'est une photo tout à fait intéressante. Vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est le sexe du canard. À l'échelle d'un être humain, ça ferait un pénis d'environ 2,40 m. Hein. Oui. Alors, l'objectif d'obtenir un pénis comme ça, c'est pas simplement pour donner du plaisir à la dame, c'est bien au contraire pour lui faire mal, de telle manière que la dame, une fois qu'elle a copulé avec un mâle, elle se dise, je recommence plus jamais ça, c'est produire dans ma vie. Et donc le mâle se dit comme ça, mais moi au moins je serai le père. Ça s'appelle le conflit sexuel. On s'aperçoit évidemment que ce conflit sexuel fait que les deux sexes ne sont pas du tout d'accord pour se reproduire ensemble. Ça peut même aller très loin, le fait de ne pas être du tout d'accord. Prenez par exemple les lions. Eh bien, avec le sexe, le lion va limiter sa propre espèce. Alors que le sexe devrait servir à se reproduire, les lions vont réduire la reproduction des lionnes d'une manière très simple. Lorsque le lion veut s'emparer d'un territoire, il va chasser le vieux mâle. Une fois qu'il a réussi à chasser le vieux mâle, il va tuer un à un tous les lionceaux qui sont présents. Il va donc réduire la reproduction des femelles qui s'étaient reproduites jusqu'à présent et qui ne pourront plus jamais avoir ces lionceaux-là. Hein. Elles ont commencé à les élever, ils vont mourir, point. Et évidemment, lui, le mâle, il va y gagner sa propre reproduction puisqu'il va retrouver des femelles qui, n'allaitant plus, vont redevenir disponibles sexuellement, réceptives sexuelles, et qui, du coup, vont pouvoir à partir de cela, recopuler avec le mâle. Donc, le sexe va diminuer la reproduction des femelles. C'était la même chose tout à l'heure avec la menthe religieuse, rappelez-vous. Car la menthe religieuse, quand même, en tuant le mâle, elle limite beaucoup sa reproduction. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on s'aperçoit qu'on est vraiment ici dans des éléments très, très contradictoires. En fait, ce conflit sexuel, c'est ce qu'on va appeler la coévolution des sexes. Cette coévolution des sexes rend la reproduction difficile. La différence de taille entre les crapauds, par exemple, ou entre les faisans ou entre d'autres espèces, s'explique par ce conflit sexuel. C'est à cause de cette bataille entre les mâles et les femelles qu'évidemment la différenciation des corps va se produire. En fait, le sexe, c'est extraordinairement dangereux pour la santé. Il y a les maladies sexuelles, mais ce n'est pas à cause de ça. Prenez par exemple la drosophile. Eh bien, une drosophile femelle qui a copulé avec un mâle, ça va. Mais si elle décide de recopuler avec un deuxième mâle, elle peut en mourir. Pourquoi? Parce que le sperme du mâle est d'une telle toxicité qu'il va finir par pouvoir affaiblir, tuer peut-être la femelle s'il y a beaucoup de sperme toxique qu'elle possède, dans sa spermathèque. En conséquence de quoi, plus la femelle va copuler avec des mâles, plus elle risque de mourir, plus elle va s'affaiblir. Donc vous voyez, le sexe, c'est vraiment quelque chose de très très mal fait. Pour la reproduction, ça ne fonctionne vraiment pas bien. En outre, le sexe est une très très mauvaise manière de se reproduire. On le voit très bien, une bactérie qui veut se reproduire, elle se coupe en deux, elle envoie tous ses gènes. Nous, quand on veut se reproduire, on ne peut donner déjà au mieux que 50% de nos gènes. Mais ce n'est pas tout. Une cellule femelle, pour produire un ovule, ça prend un certain temps. Et elle va résorber toutes ces cellules, tous ces globules polaires, enfin plein d'autres productions de cellules, dont les gènes vont disparaître. La femelle va sélectionner elle-même la
l'ovule. Et elle en produit très peu au cours de sa vie. Chez une femme, c'est de l'ordre de 300 à 600 à peu près. Alors qu'elle pourrait en produire beaucoup plus. Même un mâle qui va produire jusqu'à 3 milliards de spermatozoïdes chez le porc, par exemple, lors de son éjaculation, ne produit que 3 milliards de spermatozoïdes, si je peux dire, par rapport à tout ce qu'il pourrait produire dans sa vie. En outre, les annexes, les coquilles, le mucus, tout ça, ça va rester très très ruineux en énergie. Et puis bien entendu, je viens de parler du porc avec les quelques milliards de spermatozoïdes qu'il fait, mais vous imaginez bien que même chez un être humain, les millions de spermatozoïdes qui sont produits à chaque fois, la plupart sont perdus pour la reproduction. On a donc produit des cellules sexuelles pour rien. C'est un gaspillage inouï. Si on ajoute à ça évidemment le risque de maladie, c'est évidemment relativement compliqué. Et puis, c'est pas tout. Les espèces sont partagées en deux. Il y a des mâles et des femelles la plupart du temps. Or, comment savoir avec qui on va copuler? Il faut déjà que l'individu soit reconnu. Là, par exemple, vous voyez deux mésanges femelles. Hein, donc, la reproduction va être évidemment plus difficile. De la même manière, il faut que chacun devienne adulte. On ne peut pas se reproduire avec un individu trop jeune ou avec un individu trop vieux. Et puis, il faut reconnaître le partenaire réceptif. Là, par exemple, cette grenouille agile est en train de confondre un partenaire sexuel et une rainette verte, avec lequel elle n'a évidemment aucune chance de se reproduire. Les individus doivent aussi se séduire. La séduction est une entreprise très délicate, car la séduction suppose le consentement de l'autre. Évidemment, le consentement de l'autre, il faut l'obtenir, c'est pas facile. Il suffit pas on peut aller très très loin comme ça. On peut prendre un café, bon déjà ça va. Après, on peut toucher la main du partenaire, ça va. Après, on peut essayer d'emmener le partenaire au cinéma, ça va encore. On peut aller comme ça très loin. Bon, admettons qu'on ait franchi plein d'étapes et qu'on arrive tout nu dans le même lit, mais ça ne suffit pas encore. Hein. Il faut encore obtenir le consentement pour qu'il puisse se passer quelque chose. Et on s'aperçoit donc que c'est vraiment un mécanisme extraordinairement compliqué que de pouvoir réussir le sexe. Conséquence de quoi, c'est facile de conclure, biologiquement, le sexe, ça ne sert à rien. Alors évidemment, comme ça ne sert à rien, on va quand même chercher quelques hypothèses. Les chercheurs dans l'évolution ont fait plein d'hypothèses sur à quoi pouvait bien servir le sexe. La première hypothèse, en fait, il y a beaucoup d'hypothèses. Je les ai réunies dans deux grands groupes. La première, celle qui dit, le sexe, c'est simplement un garagiste, ça sert à réparer l'ADN. Vous savez, l'ADN, on le coupe en deux, on le remet, etc. etc. C'est ce qui provoque des gros problèmes. On a des télomérases au bout de nos chromosomes qui n'arrêtent pas de se casser et tout. Et donc, à force de faire ça, il faut de temps en temps réparer les déserreurs. Et donc, la recombinaison, ça permettrait de réparer tout ça. Et puis, comme ça, on aurait des enfants tout beaux et tout réparés. L'autre hypothèse de réparation, c'est ça empêcherait aussi qu'il y ait des erreurs. Comme on a des erreurs qui peuvent être délétères, qui peuvent être très mauvaises pour nous, eh bien, en refabriquant de la méiose, on va faire que les bases se réadditionnent correctement et que donc, à chaque fois, les gènes se recorrigent. Alors, ces deux hypothèses, évidemment, sont très discutables pour la simple et bonne raison que les bactéries ne font pas de sexe et pourtant, elles savent très bien repérer leur ADN. Elles ont même des gènes de réparation qu'on appelle les gènes REC, qu'on trouve aussi chez les archées et chez d'autres groupements animaux. Et puis, les animaux qui n'ont pas de sexe. Comme par exemple ce rotifère. Chez les rotifères, il y a des populations où il n'y a que des femelles, pas de mâles. Alors, les femelles, c'est un sexe, mais en tout cas, elles se reproduisent sans pratiquer de méiose elles-mêmes. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ici de mauvaise mutation. Par conséquent, si on n'a pas de mauvaise mutation chez les espèces qui ne pratiquent pas le sexe, eh bien, le sexe ne peut pas être là que pour réparer. Ou alors, ces espèces-là, il y a longtemps qu'elles auraient disparu. Hein. Les rotifères sont des espèces qui sont extraordinairement archaïques. On les voit dans des petites gouttes d'eau, hein, des fois, quand vous observez des paramécies. Seconde série d'hypothèses. On va laisser tomber l'hypothèse de la réparation, qui était une hypothèse conservatrice, pour arriver sur une hypothèse beaucoup plus ouverte. Le sexe, c'est fait pour produire de la variation. Car la variation des gènes favorise deux choses. L'adaptation à l'environnement. En gros, hein, l'hypothèse est simple. On fabrique des descendants qui sont différents. On les envoie dans des milieux différents. Bon, celui qui est rouge, qui tombe sur du rouge, il va bien vivre. Celui qui est vert, qui tombe sur du vert, il va bien vivre. Puis celui qui est rouge, qui tombe sur du vert, il va mourir. Ça serait la sélection naturelle. Cette hypothèse est évidemment une bonne hypothèse dans la mesure où on peut voir tous les jours des êtres vivants qui vont mourir dans un état très très jeune. Le problème, c'est que si ça sert à faire varier les corps, le sexe, ça sert pas, c'est pas très pratique. Prenez par exemple la mutation œil rouge chez la drosophile. Eh bien, on oublie de dire souvent que c'est une mutation mortelle pour la drosophile. La drosophile ne peut plus vivre. La plupart des espèces qui supposent des mutations génétiques vont aussi subir des mutations qu'ils ne pourront plus construire. En fait, le sexe, c'est un peu comme si vous preniez un jeu de cartes, voyez, dans lequel vous avez tout mis dans l'ordre, et puis que vous le jetiez en l'air avec un autre jeu de cartes, et que vous espérez après que quand vous allez les ramasser comme ça au sol à l'aveugle, tout va redevenir dans le même ordre. Bon, et on ne fait pas ça avec un jeu de 54 cartes, mais avec un jeu de 25 000 cartes.
puisque chacun d'entre nous a 25 000 gènes. On voit donc l'hypothèse, évidemment, que ça fonctionne. Or, l'évolution a construit des enchaînements de gènes, tout un ensemble de corrélations de gènes qui fabriquent nos corps. Alors, si l'évolution a fabriqué cet enchaînement de gènes qui fabriquent nos corps, pourquoi est-ce que le sexe vient tout redistribuer et tout redémolir derrière? Donc, le sexe, ça sert toujours à rien. C'est une très très mauvaise idée. On est obligé, en tout cas, de convenir d'une chose, c'est que le sexe ne peut pas être une amélioration de la reproduction. Si c'est une amélioration de la reproduction, autant dire de suite que l'évolution a inventé un truc qui était le plus idiot du monde, quoi, le plus impossible du monde. Alors que tout dans nos corps correspond à des adaptations. À chaque fois, on se dit, oui, mais ça, c'est adapté pour vivre. Tel insecte, il est adapté pour tel monde. Tel animal, il est adapté pour brouter, etc. Là, avec le sexe, on voit bien que c'est l'inverse. Tout ce qui est fabriqué complique totalement la vie des gens. Hein, vous en savez tous quelque chose, au demeurant, intuitivement. Et cette complication terrible du sexe ne peut pas être une amélioration de nos procédures. Pire même, puisque nous sommes maintenant, chez les mammifères, et notamment chez les mammifères vivipares, arrivés à un tel stade de mélange entre le sexe et notre reproduction qu'on ne peut même plus se reproduire sans faire du sexe. On est obligé, on est coincé par le sexe, on est prisonnier du sexe pour se reproduire. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces, hein, il y a énormément d'espèces qui réussissent à le faire sans ça, mais nous, les mammifères vivipares, nous sommes terriblement bloqués pour ça. Il faut donc bien penser que si le sexe existe, ça ne peut pas être pour faire une meilleure reproduction. Alors à quoi ça sert? D'ailleurs, c'est facile de concevoir que la reproduction n'a pas besoin de sexe. Voilà ici, par exemple, des staphylocoques qui savent très bien varier, réussir à changer. Ils peuvent varier leur patrimoine génétique et résister, mais sans sexualité. De la même manière, la Néréis que vous avez à côté, elle est parfaitement capable de fabriquer des petits, des descendants, sans faire de sexe. Elle se coupe en petits morceaux et voilà, c'est réglé. Ça serait beaucoup plus simple, hein. On ferait autant d'enfants qu'on veut, paf, on les pose dans un coin, et ils se débrouillent tout seuls. Cette possibilité sexuelle existe depuis la nuit des temps. Contrairement aux apparences, hein, les Néréidés ne sont pas des espèces très éloignées de nous. Hein. D'un point de vue évolutif, ce sont des eucaryotes, des animaux. Je vous parle d'espèces très proches proportionnellement à ce qu'on pourrait penser en biologie évolutive. Mais en même temps, si le staphylocoque ne pratique pas le sexe parce qu'il n'a jamais fait de sa vie, qu'il n'en fera jamais, c'est une bactérie. Au contraire, le Néréis fait du sexe. Ils sont capables de se reproduire. Ils sont capables, pardon, d'avoir des relations sexuelles. Alors pourquoi font-ils du sexe alors qu'ils ne se reproduisent pas avec du sexe? En plus, le sexe n'est pas la reproduction, ça on le sait déjà depuis très longtemps. Il y a très longtemps que le sexe déborde largement de la reproduction. Donc là, ce sont quelques photos, une fellation chez l'orang-outan ou chez le Saint-Langur, un cunilingus chez des chauves-souris, une masturbation, et bien entendu l'homosexualité qui est très fréquente chez la plupart des espèces animales. On a à peu près, on va dire globalement maintenant, on sait qu'il y a plus de 4500 espèces qui sont, dans lesquelles on a identifié des relations de type homosexuel, en tout cas des same-sex comportements, behavior, et ces same-sex behavior se retrouvent environ dans 10% des populations. C'est un peu le même cas chez l'humain, on a à peu près 10% d'homosexuels dans les populations humaines, quelque endroit qu'on se situe, hein. Qu'on soit chez les Papous ou chez les Chinois, c'est à peu près la même chose. Donc, le sexe ne sert pas à la reproduction, le sexe n'est pas la reproduction, et la reproduction n'est pas le sexe. Que vient donc faire le sexe dans nos corps? Pourquoi est-il là à nous embêter sans arrêt? À nous embêter, on ne va pas dire tout à fait comme ça. Et bien pour cela, il faut revenir aux bases même de l'écologie. Il faut qu'on imagine une étape primitive, la première de toutes les étapes écologiques du monde. Au départ, les êtres vivants se sont formés d'une manière très simple. Il s'agit de petites molécules biologiques complexes qui sont encapsulées dans des bulles de lipides. Ce sont des bulles. Ces petites bulles, évidemment, sont extraordinairement simples au départ. On va donc partir de ces bulles les plus simples. Ces petites bulles les plus simples qui apparaissent sur Terre, parce que les molécules déjà s'associent, se mélangent entre elles, vont être de deux types. C'est pour ça qu'on va avoir cette première grande bifurcation du vivant. Dans un premier temps, on a des bulles qui vont tomber à la surface de la planète. Alors, il y a 3 milliards d'années, à la surface de la planète, c'était pas la plage, hein, il n'était pas question de se bronzer facilement. Seules ont survécu ces bulles qui se sont enroulées dans de la vase, encapsulées, et qui ont fabriqué ce qu'on appelle maintenant la paroi bactérienne, qui est tout à fait typique, avec des petits isoglicanes, enfin, tout un ensemble de molécules particulières qui protègent en quelque sorte l'intérieur et l'intégrité de cette cellule-là. Ce sont les bactéries. Le défaut, c'est qu'ayant une très grosse paroi, eh ben, elles ne peuvent plus s'échanger des choses. Les bactéries peuvent se coller, elles peuvent s'associer les unes les autres à travers des piliers, des petits poils, mais elles forment toujours des associations d'individus qui ne sont pas liés, qui ne sont pas capables de s'échanger des choses. De l'autre côté, on a les prokaryotes. Les prokaryotes, eux, vont tomber dans des creux, dans des protections de la planète,
au lieu d'être soumis aux radiations, au volcanisme, etc., dans ces creux, ils vont avoir un autre problème, c'est comment survivre quand on est très nombreux au même endroit. Évidemment, certains vont tout simplement aller manger les autres. En mangeant les autres, ils vont avaler ce que la bulle contient, c'est-à-dire de l'ADN. Sauf que l'ADN, ce n'est pas une molécule qui se laisse faire. Elle se recombine aussitôt, elle se remélange. Ce qui fait que certaines cellules vont grossir de manière démesurée. Ça va donner les eucaryotes qui sont 10 000 fois plus grands, pour les plus petits des eucaryotes, 10 000 fois plus grands qu'une cellule bactérienne. Mais elles sont bourrées d'ADN. Et cette quantité astronomique d'ADN peut les faire exploser à tout moment. Il va donc falloir limiter cet ADN. La seule manière de limiter l'ADN, c'est d'inventer une procédure qui va casser l'ADN. C'est ce qu'on appelle la méiose réductionnelle. On va découper l'ADN et on va dire, là, mon brin, il est trop grand, j'essaie d'en envoyer ailleurs. Ailleurs, c'est l'individu d'à côté. Soit l'individu d'à côté essaie de le manger et ça lui va, soit il n'en mange pas. Donc, le truc est simple. Je vois une bulle à côté de moi. Je lui mange son ADN. Maintenant, cette bulle-là est finie, elle est terminée, elle n'existe plus. Mais moi, j'ai trop d'ADN. Il faut que je trouve une autre à qui j'en donne. Si elle veut bien que je lui donne de l'ADN, il n'y aura pas de souci, on va commencer à faire des échanges, parce que l'ADN a une autre particularité, évidemment, c'est que cet ADN va permettre un échange de métabolisme particulier. Chez les bactéries, pas de sexualité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a des chercheurs qui vous disent qu'il y a une forme de conjugaison chez les bactéries. Alors je le nie avec d'autres chercheurs, là je vous cite les travaux d'une américaine, Redfield, qui nous montre très bien qu'il n'y a que quelques échanges possibles chez la bactérie. Soit une bactérie va se saisir d'une bactérie morte pour prendre un peu de son ADN, donc comme sexe, on va dire que c'est quand même un peu réduit. Si, vous trouvez que faire un sexe avec une bactérie morte, manger de l'ADN d'une bactérie morte, c'est du sexe, je ne sais pas. Autre possibilité, c'est un virus qui va prendre de l'ADN dans une bactérie et qui va aller le porter dans une autre. C'est un peu comme le virus de la grippe, quand il vient chez vous, il vous prend de l'ADN, il fabrique d'autres virus. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de jouissance à ce moment-là, enfin je ne sais pas si c'est du sexe. Et puis il y a une troisième possibilité, c'est de se donner le petit bout d'ADN circulaire que les bactéries ont et qu'elles peuvent s'échanger. Alors c'est des petits brins d'ADN, et il n'y aura jamais de toute façon de mélange complet. Au contraire, chez les eucaryotes, c'est que du sexe. Tous ne font que du sexe et ils échangent tout. L'ADN se recombine sans arrêt. Les relations conjugales, par exemple chez les colpodes ici, donnent aux individus un mélange total de leurs gènes. Et l'échange génétique, il va servir à quelque chose. Dans nos petites bulles primitives, pourquoi est-ce qu'elles l'ont accepté, ces petites bulles? Bien parce qu'à chaque fois, nos gènes qui vont se transformer vont fabriquer des protéines, c'est-à-dire des enzymes. Et ces enzymes-là vont favoriser un nouveau métabolisme, une nouvelle capacité de vivre. Cette modification du métabolisme de ces petites bulles qui sont enfermées dans des creux et dans d'autres choses vont leur permettre de passer leur vie à se dire que la chose la plus essentielle, c'est l'échange. Et à partir de cette base même de l'échange, on va voir se construire au cours de toute l'évolution des êtres vivants ce qu'on appellera l'écologie. C'est-à-dire que nous avons commencé évidemment par des petites bulles libertines. Ces petites bulles libertines vont se regrouper les unes par rapport aux autres pour inventer petit à petit la pluricellularité. Ce regroupement est obligatoire, elles sont déjà dans des creux, dans des coins. Ce regroupement va prendre énormément d'années. Pour arriver à la pluricellularité, il faut déjà quelques milliards d'années. Cette pluricellularité va commencer à diviser les corps. Les cellules vont s'associer pour former des corps. Certaines de ces cellules vont se spécialiser dans le fait de faire du sexe, d'autres de la nourriture. Par exemple, ici, vous avez une petite amibe, c'est un protiste aussi, dans lequel on voit très bien la partie des associations, des cellules associées, qui vont fabriquer ici du sexe, et puis les autres dessous qui continuent à cultiver des bactéries pour nourrir tout le monde. Ce sont des associations. Vous pouvez enlever la cellule, elle va vivre très bien toute seule, mais elles sont associées ensemble pour le faire. Cette première pluricellularité va faire que petit à petit, on va avoir des corps hermaphrodites, dans lesquels on va produire deux types de cellules sexuelles, soit des ovules qui vont rester sur place, soit des spermatozoïdes qu'on va petit à petit gainer avec des éléments pour les faire circuler. Et comme on est encore sur place, ça ne va pas être pratique, il va donc falloir petit à petit qu'on bouge, sauf que si on bouge, on n'attend plus les mâles qui viennent, ça devient compliqué. Bref, la meilleure méthode, c'est plutôt que d'être hermaphrodite, c'est de s'échanger du sperme, donc par des accouplements homosexuels, en bougeant les uns les autres et en gardant les ovules sur soi. Puis à un moment donné, on va dire, mais après tout, si je me spécialisais encore, et c'est ce qui va se passer par la suite de la nature, avec un emballement spécialisé, probablement dû à la méiose réductionnelle, au demeurant, on connaît très bien cette histoire d'un point de vue biologique, qui va conduire les êtres vivants à atrophier la partie mâle ou la partie femelle de leur corps. Cette atrophisation est maintenant ce qui se reproduit chez chaque être vivant qui est en formation lorsqu'il est encore à l'état d'embryon. Il va reproduire cette fabrication-là. À un moment donné, il est
intersexuer les deux sexes, puis au bout d'un moment, eh bien, on va atrophier un des deux sexes, et avec l'un des deux sexes, en fabriquer un autre. Enfin, on va finir par inventer des êtres vivants dits gonochoriques. Évidemment, cette situation tout à fait remarquable et particulière nous montre que quelque chose s'est passé, qui est évidemment une très très longue histoire naturelle. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 3 minutes. On peut dater tout ça d'environ 3 milliards d'années. Il y a 3 milliards d'années commençaient les bulles primitives, et il a fallu attendre la fin des rangéoformes, etc., pour arriver il y a 600 millions d'années avec des êtres vraiment sexués comme on est maintenant. Entre les deux, il y en a eu d'autres, il y a eu des tentatives, des essais, probablement au moins 6 au cours de l'histoire évolutive, qui ont conduit petit à petit à l'apparition des êtres vivants que nous sommes. Nous sommes fabriqués par petits morceaux. On a d'abord associé des molécules, puis les molécules se sont associées entre elles pour fabriquer des cellules. Ces cellules se sont compliquées au fur et à mesure en s'associant avec d'autres cellules. Nos mitochondries, par exemple, sont des restes de bactéries. Ces cellules qui se sont associées ont fabriqué des organes, puis ensuite ces organes se sont associés pour former des corps, et puis petit à petit, évidemment, nos corps associés sont devenus des corps qui ont encore besoin de s'associer maintenant avec d'autres êtres vivants qu'on appelle les mâles ou les femelles pour réussir quelque chose. Mais c'est pas tout. Parce qu'évidemment, pour produire tout cet ensemble-là, pour arriver à cette reproduction, il va falloir quelque chose d'essentiel, c'est réussir à se séduire. S'associer est donc la base même du principe du vivant, et c'est parce que l'association est la base même du principe du vivant que les êtres vivants sont nombreux sur la planète Terre. Car quand vous êtes sur la planète Terre, vous vous rendez compte d'une chose très simple, c'est pas un être vivant, on n'est pas sur Mars en train de fouiller pour trouver une bactérie qui traînerait par là, ça n'existe d'ailleurs probablement pas. Personne n'a jamais évolué seul. On n'évolue que parce que nous sommes dans une écologie évolutive. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Car il faut évidemment comprendre pourquoi il y a des comportements aussi compliqués que cette magnifique relation entre deux couleurs, pour comprendre évidemment que le sexe n'est pas la reproduction, mais qu'il sert à autre chose, il sert d'abord à séduire. Alors j'utilise le mot séduire à dessein parce que je ne le ferai pas dans un colloque scientifique parce que je me ferai hurler dessus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va parler dans un colloque scientifique, je parlerai de la force structurante des interactions, oui. Mais ce n'est pas très très grave, c'est la même chose, c'est le même procédé. Chez la majorité des espèces, les anomalies, il y en a énormément. On va retrouver, par exemple, chez les oiseaux qui sont considérés généralement chez petits oiseaux nicheurs de tous les jours, ils étaient considérés jusque dans les années 60 à 90% comme des monogames. On sait maintenant qu'à 94% ils sont plutôt polygynes, polygames, enfin tout ce que vous voulez, puisque dans un nid, en général, il n'y a que 2 ou 3 petits qui sont du même père et que la femelle, elle va bien aller voir de temps en temps ailleurs avant d'aller pondre. Inversement, le mâle, il va aussi aller voir ailleurs parce qu'autrement, il n'y aurait pas de choses comme cela. Cette relation conjugale va également énormément changer selon les espèces. Alors on a un peu l'habitude de penser que ce sont les mâles qui courent le guilledou. Par exemple, chez le blaireau d'Europe, la plupart du temps, on pense que c'est les mâles qui vont courir un peu ailleurs. Mais quand on regarde de près les flux génétiques, on s'aperçoit que c'est plutôt les femelles, chez le blaireau, qui vont aller voir ailleurs si un autre mâle ne peut pas être disponible, etc. Et donc, chez le blaireau européen, on a 48% des bébés qui ont un père qui ne fait pas partie du groupe. Alors qu'auparavant, on pensait que c'était des cellules familiales extraordinairement efficaces. Ces variations-là se retrouvent, mais chez vraiment mais toutes les espèces animales. Pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre le doigt sur une espèce chez qui ça ne se passerait pas. La question va donc être essentielle. Pourquoi tromper ou pourquoi divorcer? A priori, puisque les espèces sont capables de se mélanger, peut-être que c'est l'espèce humaine qui est finalement la plus monogame de toutes les espèces. On finit par se poser la question, est-ce que vraiment c'est une solution évolutive ou pas? Dans la réalité, tromper son partenaire, évidemment, ça peut être quelque chose d'enchanteur. Mais ça peut être aussi très délicat, très difficile. Et puis divorcer, c'est quelque chose aussi qui est très délicat, très difficile. Alors, la théorie aurait voulu que si l'on divorce ça, c'était simplement pour aller chercher un meilleur partenaire. Bon, par exemple, dans la pièce, je suis le plus beau des mâles. Voilà, tout va bien. Puis il y a Johnny Depp qui arrive. Bon, ben ça y est, c'est fichu. Je suis obligé d'être, ou George Clooney, hein, c'est selon vos goûts. Du coup, ça y est, je ne deviens pas le meilleur mâle. Et donc, comme je ne suis plus le meilleur mâle, je vais moins bien me reproduire. Cette théorie est relativement simple. Mais, alors voilà, hein, on voit très bien ici, elle cherche, hop, elle voit passer, la femelle voit un nouveau mâle qui arrive, et hop, tout de suite, les choses se passent. Oui, mais est-ce qu'on est sûr qu'on aura mieux avec George Clooney? Ça se trouve, il est beaucoup moins bien que moi, hein, dans la réalité, personne ne peut le savoir. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que chez des oiseaux, par exemple, les pingouins qu'on appelle les guillemots de Troie, qui vivent en Bretagne, eh bien, on s'aperçoit que 10% de ces pingouins vont divorcer. Pourquoi? Pour mieux réussir? Ben non. Car 85% de ceux qui divorcent échouent. Si vous réfléchissez chez l'espèce humaine, vous allez voir que le plus souvent, c'est un peu la chose aussi qui se passe. En fait, les infidélités se produisent en règle générale quand l'occasion se présente.
Quand on n'a pas l'occasion d'infidélité, on n'en fait pas. Mais quand on a l'occasion, on va le faire. Mais est-ce que ça produit un meilleur succès reproducteur? Chez beaucoup d'espèces, non. Donc là, ça a été étudié, par exemple, chez le roselin familier. Mais chez d'autres espèces, on s'est aussi rendu compte que ça ne produisait pas non plus des meilleurs descendants ou une meilleure immunité des descendants. En conséquence de quoi, les infidélités, on le sait, se produisent au hasard, à l'occasion. Voilà. Si on a la chance de le faire, on le fait. Si on n'a pas la chance, on ne le fait pas. Bon, évidemment, après, d'autres éléments peuvent intervenir. Mais ces éléments nous montrent bien que le sexe ne va pas du tout servir forcément à quelque chose de meilleur. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui exagèrent. Hein, on sait parfaitement, les lièvres, par exemple, sont capables de copuler très souvent. Outre le fait qu'ils sont aussi capables, d'ailleurs, de s'hybrider avec des dizaines d'espèces. Chez les couleurs du Manitoba, c'est carrément le... Vous voyez, j'ose pas dire les mots, chez les crapauds communs, etc. Alors, souvent, on a baptisé tous ces éléments-là de concurrence, pré-spermatique, etc., ou d'éléments précopulatoires qui permettaient d'empêcher quelque chose. C'est vrai, il y a ça, il y a de la bataille, il y a de la bagarre, on n'est pas d'accord, on est souvent en rivalité, sauf que là-dedans, il y a quand même une fièvre sexuelle époustouflante, fièvre sexuelle qu'il faut construire et qui coûte très cher. Vous le savez tous, hein, après l'amour, on est quand même un peu fatigué. Enfin, il faut le faire souvent, mais moi je le fais très souvent, je peux vous dire, je suis très fatigué après. Et donc, chercher des relations comme ça, c'est pas forcément des choses très simples. Ou bien parfois on se perd un peu, hein, on l'a vu tout à l'heure. Les espèces peuvent se mélanger. Alors, il y a des hybridations possibles. Voilà. Alors fabriquer des hybrides chez les anguilles, c'est possible, on fait 80% d'hybrides. En revanche, fabriquer une licorne avec un zèbre, c'est beaucoup plus délicat, hein, ça se fait beaucoup moins souvent. Toujours est-il que, même si ça ne marche pas, le désir sexuel va être beaucoup plus fort, parfois, que la réalité de la reproduction qui pourrait s'en suivre. Et en fait, on le sait très bien, la sexualité est un mécanisme très très important. D'ailleurs, comment expliquer l'existence de comportements non reproducteurs qui sont conservés dans l'évolution? Ici, par exemple, je vous ai mis 2 mâles depuis Toit d'Europe que j'avais chez moi en enclos, et je peux vous dire que ces 2 mâles-là, c'était pas la peine de leur montrer une femelle. Hein. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'est qu'on leur fiche la paix ensemble et qu'ils puissent avoir leur homosexualité tranquille. Chez les canards colverts, c'est aussi fréquemment le cas, et voici ici les lions. Voilà donc des comportements qui évolutivement ne produiront pas de descendants, qui ne peuvent pas améliorer la quantité de descendants, et qui donc théoriquement, dans la théorie évolutive, ne fonctionnent pas selon le darwinisme habituel. Ils ne devraient pas exister. De la même manière que le comportement masturbatoire, qui peut poser quand même beaucoup de problèmes. Beaucoup se masturber, c'est peut-être pas forcément chercher nécessairement un partenaire. Or, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi, d'un seul coup, on va s'exciter envers un autre être vivant. Comment est-ce qu'on va faire pour plaire quand on est un éléphant de mer, ou bref, si vous préférez, la question se résume d'une manière très très simple. Qu'est-ce qui peut transformer un crapaud en un prince charmant? Au départ, on ne fait pas attention à lui, et d'un seul coup, évidemment, il va falloir devenir séduisant. Alors, qu'est-ce que c'est que la séduction? C'est un très 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 gros problème. Évidemment, on va avoir tendance à penser que les mâles possèdent des signes. C'est vrai, hein, je suis beau en général. Qui sont tout à fait, qui expriment leur qualité physique. Alors ça peut être des bois, des cornes, des couleurs, hein, et que donc en choisissant ces mâles qui sont les plus beaux, les femelles vont choisir des partenaires qui sont génétiquement les meilleurs. Ou alors, il y a même une théorie qui s'appelle la théorie du handicap, alors celle-là je l'aime bien, donc je vous la fais, parce que à cause de ses couleurs, regardez le pan, il est très handicapé par sa grande queue, il a un handicap. Et donc, comme il a un grand handicap, mais qu'il survit quand même, eh bien du coup, évidemment, les femelles ont tout intérêt à choisir un mâle qui est handicapé, mais capable de survivre. Ça prouve qu'il est beaucoup bien meilleur que les autres. On pourrait aller comme ça très très loin sur toutes ces théories. La question n'est évidemment pas résolue, parce qu'il y a un problème. Imaginez que les femelles choisissent le meilleur mâle génétique. À moins qu'elles soient aveugles, elles vont toutes choisir le même. Ou alors c'est qu'elles ratent à chaque fois leur coup. Alors soit on suppose que les femelles sont toutes trop... incapables, hein, trop incapables de choisir le bon mâle, soit elles choisissent toutes le même. Mais si elles choisissent toutes le même mâle, bah, du coup, il n'y a plus de variation génétique. Donc les avantages du sexe disparaissent complètement. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est même plus la peine de choisir, mesdames. Puisque depuis des générations et des générations, où vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ont déjà choisi les plus beaux des mâles, nous sommes tous les descendants des plus beaux. Donc il n'y a plus qu'à nous choisir et c'est terminé. Enfin bref, on voit bien que la théorie ici s'en mêle les pinceaux dans ce qui pourrait essayer d'expliquer l'évolution. D'ailleurs, séduire, ça se fait comment?
Non, mais j'ai mis un beau messieurs aussi pour les dames. Hein. Alors, en fait, vous pouvez regarder l'un et l'autre, les deux n'existent pas. Hein. La belle odalisque n'existe pas. La dame, une femme qui a un sein sous le bras, je ne pense pas que ça existe. Hein. Avec un bras aussi long et des fesses aussi loin, un dos comme ça, non, ça n'existe pas. Et pourtant, on sait que c'est fait pour être beau. C'est fait pour être beau, pareil pour le monsieur. Hein. Non, un monsieur qui a un truc comme ça n'existe pas. Hein. Trop petit ça. Et donc, on va travailler. La caricature de ces éléments-là ne permet pas d'être explicatif. Comment expliquer qu'on aime des choses dans le corps des autres qui sont pourtant parfois pas forcément si plaisantes. Revenons aux animaux. On appelle ça des traits hypertéliques. C'est les premiers éthologues qui ont découvert ces éléments-là. Anderson avait découvert chez l'inicolore. Alors l'inicolore, c'est cet oiseau, vous voyez, qui saute au-dessus des hautes herbes et qui montre sa longue queue. Donc il a pris un principe très simple, il a dit la longue queue doit lui servir à se reproduire. On va utiliser une méthode scientifique, on va couper la queue de certains inicolores, on va garder d'autres inicolores avec la queue longue normale, et puis d'autres inicolores, on va colorer plus fort. Avec la queue courte, c'est clair, ça ne marche pas, les femelles, ça ne lui plaît pas. Avec la queue normale, vous voyez, les femelles, ça va. Avec la queue rallongée, alors là, les femelles, elles deviennent folles. Ça pose une véritable question. Ça veut dire que les femelles, chez les inicolores, hein, on ne va pas dire ça chez l'humain quand même, les femelles chez les inicolores préfèrent un mâle qui n'existe pas et qui a des caractéristiques qui n'existent pas, mais qui sont beaucoup plus belles que les caractéristiques qui existent. Est-ce que ça, c'est pas époustouflant quand même? Ça veut dire que les mâles seraient obligés d'inventer des critères qui n'existent pas pour plaire aux dames. Oui, mais c'est l'évolution qui a fait ça. Comment est-ce que l'évolution peut générer des critères qui n'existent pas? Et pourquoi est-ce qu'on est que ce qui va nous exciter sexuellement, ce qui va nous plaire sexuellement, c'est quelque chose qui n'existe pas chez les autres? Avouez que c'est assez aberrant. Ça s'appelle le stimulus supranormal ou déclencheur excessif. Alors, vous voyez, certains en inventent. Hein, on peut avoir voilà, tout un ensemble ici de stimuli supranormaux qui n'existent pas, mais qui sont faits pour attirer l'autre sexe. Par exemple, hein, alors on peut en donner plein d'autres, hein, il y en a énormément qui sont faits comme ça. On va donc utiliser des éléments pour réussir ce travail inouï d'excitation sexuelle. Et ce problème d'excitation sexuelle va évidemment être un problème majeur dans la série évolutive. Le stimulant va donc être plus fort, plus exagéré que ce qu'il devrait être. Pourquoi? Peut-être à cause d'un autre organe sexuel qu'on oublie souvent, c'est cette grosse glande qu'on a sous la tête et dont certains pensent parfois qu'il est là pour qu'on réfléchisse. On a un peu parlé de la chasse tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, si la question du cerveau ne peut pas se résoudre en disant que le cerveau va être un organe de réflexion, bon, peut-être y réfléchir en disant que c'est d'abord un organe du désir. En fait, c'est assez simple de concevoir ça. D'abord, les zones du cerveau qui vont être activées, depuis l'hypothalamus, etc., sont des zones très importantes dans le cerveau. Ce n'est pas du tout des petites zones qui sont là par hasard. Le cerveau, il est excité de partout par le sexe. Mais plus que ça, lui aussi, il est fait pour être submergé. Car quand on commence à être amoureux, rappelez-vous, on n'est pas très clair. Hein. On est un peu enivré quand même, on sait un peu faire. Ça vous est tous arrivé déjà de montrer à votre... Je vais prendre un cas de mâle, à un copain, regarde comme elle est belle celle-là, elle est magnifique cette femme, et l'autre qui vous dit, ouais, bof, il n'a pas l'air fasciné lui. C'est bizarre, alors que nous, on est complètement embrumé par le désir qu'on ressent. Eh bien, tous ces éléments nous montrent que le système nerveux, à la base, c'est d'abord développé pour la rencontre. En effet, commencer à parler du sexe quand on est loin des autres, ce n'est pas facile. Regardons tout ça d'un peu plus près. D'abord, quand on est éloigné les uns des autres, il faut se rapprocher. Rappelez-vous, nos petites bulles au départ, elles ont formé des corps. Et ces corps sont d'abord fixés. Chez les plantes, ils sont toujours fixés. Chez beaucoup d'espèces, les éponges, etc., les corps sont fixés. Or, il faut réussir à attirer les autres de loin. Mais même si on bouge, il faut réussir à attirer les autres de loin. C'est que ce n'est pas gagné d'avoir en face de soi la personne qui va être disposée, disponible pour vous plaire et qui va vous plaire à vous. Donc il faut l'attirer. Pour cela, on le sait, on va utiliser tout un élément, on va dire par exemple chimique pour faire simple, par exemple les phéromones. Il n'y a pas que les phéromones, hein, mais les phéromones, c'est un processus chimique, des molécules qui vont partir un petit peu partout et qui vont toucher le corps. On voit par exemple chez le bombix du mûrier, vous voyez, hop, on agite tout un ensemble de petites molécules, le bombicol, et puis par derrière, eh bien, on va avoir tous les individus qui vont suivre pour pouvoir essayer de copuler avec l'individu. Chez la mouche, on peut aussi enduire le corps de copuline. Alors, c'est-à-dire qu'on va déposer sur le corps de la femelle des molécules qui vont empêcher les autres mâles d'être attirés, alors que nous, on est déjà collé à la femelle pour être sûr d'être avec. Les copulines existent aussi chez la plupart des primates. Hein. Chez toutes les espèces, on va donc retrouver des systèmes qui vont permettre d'attirer l'autre à distance.
Bon, je ne vous décris pas la diapo ici, vous comprenez très bien que l'autre est attiré à distance. Hein. Ça marche assez bien. Et on a bien ici tous les signaux qui vont permettre effectivement de pratiquer des activités sexuelles. Ça ne veut pas dire avec n'importe qui ou n'importe comment. Ça veut bien dire au contraire que maintenant il va falloir passer à l'autre stade, au stade de réussir à le choisir. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que s'il y a des critères attractifs, mais il va falloir les générer. Regardez-moi ça. Là, vous avez devant vous votre arrière-grand-père. Il ne ressemble pas beaucoup, mais ce sont des êtres vivants, hein, qui sont les acidies, merci, alors là je vais un trou de mémoire, les acidies, qui sont des êtres vivants fixés. Et donc, ces êtres vivants pratiquent la sexualité. Pour pratiquer la sexualité, il faut évidemment réussir à attirer un autre. Mais quand on est fixé, c'est difficile. Donc on va émettre en quelque sorte un nuage attractif, prenons des phéromones hein, pour faire simple, et donc une fois qu'on a envoyé nos phéromones, on dit aux autres, je suis là. Personne répond. Ah, si quelqu'un répond. Ah, tu es là aussi. Bon, ben, est-ce que ça t'intéresserait qu'on commence quelque chose? L'autre va dire, oui, peut-être, pourquoi pas. Allez, on y va, on essaie de se synchroniser. Alors, des fois, il faut attendre les phases de la Lune. Enfin, c'est un truc pas possible qu'on peut réussir à se synchroniser. Et puis, d'autres fois, eh bien, on va essayer d'inventer des possibilités de se rapprocher. Alors, la bonne manière de se rapprocher, c'est probablement d'essayer d'envoyer directement les éléments clés à la figure, si je puis dire. En effet, vous vous êtes toujours posé la question du pourquoi le baiser à la française était une opération si complexe et en même temps apparemment si biologique. C'est quand même des fluides. Avouez que c'est étonnant d'aller chercher les fluides de quelqu'un d'autre dans la bouche comme ça, d'aller les prendre de près. Ah. Ou alors, c'est au contraire très agréable. Il faut choisir selon ce qu'on en veut. En tout cas, cette pratique du baiser est commune chez de très très nombreuses espèces. Il faut avoir des glandes salivaires, c'est quand même pas si simple. Il faut attendre des reptiles pour que ça apparaisse. D'autres espèces ont d'autres méthodes. Donc, par exemple, vous savez que les chiens peuvent aller voir par derrière hein, ce qui se passe. On va donc moins parler des chiens, revenons sur le baiser. Mais c'est le même procédé qui se passe. L'idée, c'est d'essayer de découvrir les molécules attractives qui vont permettre effectivement de comprendre si on est fait l'un pour l'autre. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on accepte. Et il faut, pour qu'on accepte, qu'il y ait des critères. On n'accepte pas n'importe qui. Moi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Hein. J'ai déjà dit, ouais, je suis là, est-ce que quelqu'un veut Même en disant 33 enfants. Non, ça ne marche pas non plus. En général, pour que ça marche, il faut d'autres critères. Et ces critères attractifs sont terriblement mystérieux, car ça s'appelle l'amour. Eh bien, c'est relativement simple à concevoir. Prenons la grimace du tigre. Le tigre grimace. Quand il grimace comme ça, vous le savez, c'est parce qu'il est en train de renifler une femelle qui est dans le secteur. Ce phlémène, cet élément se retrouve chez tous les ongulés, hein, chez le lion, etc., sert à quelque chose. Ça sert à amener des molécules chimiques tout près d'un organe particulier qui est au bas du cerveau, au-dessus du palais, au-dessus d'un os qu'on appelle le vomère, qu'on appelle l'organe voméronasal. Cet organe voméronasal est celui qui est directement en liaison avec le complexe majeur d'histocompatibilité. Ça y est, j'en ai fini avec les gros mots. Ça veut dire avec notre système immunitaire. Le système immunitaire, il est composé d'environ 200 gènes. Eh bien, c'est presque rien, 200 gènes. La combinaison de 200 gènes, c'est presque rien du tout. Mais cette combinaison particulière, il faut la renouveler sans arrêt, sinon on tombe malade. Parce qu'on ne renouvelle pas assez son élément. Et que lorsqu'on veut commencer à échanger et avoir des descendants, on veut être sûr d'une chose, c'est que nos descendants ne seront pas malades. Au fur et à mesure qu'on va pratiquer l'échange des bulles, l'échange des individus, l'échange du sexe, on va travailler sur quelque chose qui va pour nous totalement nous titiller, totalement fabriquer notre excitation sexuelle, le système immunitaire de l'autre. Et pour être sûr que l'autre a un système immunitaire différent de soi, eh bien on va aller le goûter dans la bouche, le plus près possible, on va bien mêler nos langues, et en faisant ça, on va tester, est-ce que l'autre, tu as bien un système immunitaire différent de moi? C'est pas la seule méthode, hein. Après on en utilise plein d'autres, on n'est pas uniquement basé sur ça, mais c'est un des éléments clés qui va déterminer cela. Ça veut dire quelque chose d'absolument incroyable. C'est que ce qui nous plaît chez l'autre, c'est d'abord ce qu'il a de différent de nous. Cette différence peut être énorme. Ça peut être un individu totalement différent. Ce qui fait que par hasard, des fois, l'humain a copulé avec Néandertal. Totalement différent de nous. Mais ça peut être aussi des choses ressemblantes. Car il ne faut pas non plus que le système soit trop différent de nous. Si notre système immunitaire n'est plus compatible avec l'autre, du coup, ça ne sert plus à rien. Prenons par exemple le coq de jungle. Le coq de jungle, ce n'est pas la petite poule de nos fermes. C'est à l'origine de la poule des fermes, mais c'est un autre individu. Eh bien, au départ, souvent, on pense que le coq, il est un grand mâle dans une cour, et que donc le grand mâle, il décide pour les femelles, et que c'est lui le chef Mais pas du tout. Il n'est pas du tout le chef du harem, ni quoi que ce soit. Bien au contraire, ce sont les femelles qui choisissent le mâle. Et comment est-ce qu'elles le choisissent? Eh bien, elles le choisissent avec un MHC différent. Si le mâle a un MHC qui leur ressemble, un système unitaire, hein, grossièrement, qui leur ressemble, elles ne vont pas l'accepter. Elles vont même accepter des mâles qui ont le système MHC le plus différent de ceux qui sont déjà avec un MHC le plus différent, c'est vous dire. Beaucoup d'espèces vont faire ça, regardez le baiser du bicaron,
Le test a été fait chez le bruyon des prés, chez le lézard des souches et bien sûr chez les humains. On sait que quelque chose est relativement simple. Le désir sexuel va être plus fort lorsqu'on a affaire en face de nous à un individu qui porte un MHC différent. Alors, ça veut dire qu'on préfère aimer quelqu'un qui est génétiquement différent de nous. Ça ne veut pas dire qu'on aura des enfants avec, parce qu'on peut aimer quelqu'un de génétiquement différent de nous, mais que ça soit du même sexe, ou qu'il soit pas disponible sexuellement encore. Et donc on va être obligé de se retrouver confronté à toutes les variations sexuelles à cause de cette différence particulière. Mais s'il est assez différent, assez exotique pour nous, il deviendra d'une excitation totale. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un prince charmant, mais qu'il y en a au moins 10 à 15 000 par personne, minimum. Et donc on a énormément d'humains qu'on peut rencontrer. C'est ce qui explique aussi que de temps en temps on se dit, tiens, si on changeait pour voir, est-ce que ça changera quelque chose? Ça ne changera rien de fondamental. On trouvera simplement quelqu'un d'autre, encore de différent. Mais tout se comprend. Si on comprend maintenant que depuis notre petite bulle, la relation a été le plus important, l'association entre les êtres vivants a été le plus important, eh bien on comprend que l'objectif, ça a été cette association amoureuse. Fabriquer cette relation qui va donner de l'écologie par la suite. Et que du coup, tout ça, ça s'est enchaîné avec le cerveau, qui provoque des émotions. Alors, ça commence même avec la sensibilité cellulaire, hein, c'est le prix Nobel 2014. Là, ça commence au niveau de la cellule, cette sensibilité. Après, ça se transforme en des éléments qu'on peut appeler des émotions, puis ça devient, chez l'être humain, le sentiment amoureux. Mais tous ces éléments vont se construire, parce que c'est l'élément le plus important. Et une fois qu'on a construit tout ça, après, on se dit, bah, tiens, si on faisait des enfants. Jamais, personne, aucun d'entre vous n'a rencontré quelqu'un en disant « je te rencontre parce que je veux qu'on ait 3 enfants, 15 enfants ou 20 enfants ensemble ». On s'est d'abord rencontré en se disant « tu me plais, je te plais ». Et après, dans un second temps, on se dit bah, « tiens, puisque ça marche bien, est-ce qu'on n'essaye pas de faire des enfants ?» Et c'est comme ça chez toutes les espèces animales. Et évidemment, ça suppose là qu'on peut se tromper. En conclusion de tout ça, évidemment, il faut comprendre que la sexualité, c'est la base de l'écologie, que l'écologie, c'est évidemment le mélange des espèces. On n'existe pas sans les abeilles, sans les insectes que nous a montré Marc Giraud tout à l'heure, et sans tout un ensemble d'autres espèces qui font partie de notre écosystème, qui font partie de notre vie. On n'existe que parce que tous les êtres vivants sont reliés ensemble dans d'incroyables types de relations. Un ver de terre, ça transforme une prairie. Sans cette prairie transformée, on ne pourrait pas vivre nous-mêmes. Et donc toutes ces relations-là sont nécessaires à partir d'un conflit sexuel qui peut être apaisé, puisque l'objectif de l'amour, c'est d'abord d'apaiser les grandes différences qu'on a ensemble. Est-ce que je vous fais un petit quelque chose sur le plaisir dans tout ça? Ou est-ce que vous êtes trop fatigué? On attaque. Alors le problème, c'est l'orgasme. Parce qu'évidemment, l'orgasme, ça sert à quoi? Alors, chez le mâle, on peut dire ça nous aide, hein, parce que franchement, si on n'avait pas d'orgasme, on n'irait pas se reproduire. Hein. Il faut qu'on ait du courage pour faire ça. Donc, voilà. Mais chez les femelles, chez les femmes, l'orgasme, ça ne sert à rien. Ben oui, vous pouvez très bien reproduire sans orgasme. Donc, il y a un problème biologique. À moins qu'évidemment, ça veut dire quelque chose d'autre. On va dire qu'il s'agit d'une manifestation organique qui est associée à une activité génitale, mais qui peut aussi être produite par des activités sexuelles non génitales. Nous sommes bien d'accord. En fait, l'orgasme a été découvert chez de nombreuses espèces, mais ça pose pas mal de problèmes, puisqu'on ne peut pas comprendre biologiquement pourquoi est-ce qu'on en fait une expérience positive. Quel est le but d'avoir du plaisir? Pourquoi est-ce qu'on aurait du plaisir dans cette activité-là? Est-ce qu'on a du plaisir quand on fait pipi? Non, c'est pas utile normalement. Alors, il y a des chercheurs qui vont dire tout simplement, il n'y a pas de rôle, hein, l'orgasme il est là, c'est un hasard. D'autres qui disent, si, ça aide, parce que autrement les mâles, ils n'auraient pas le courage de fertiliser les femelles. D'autres qui disent, mais c'est un vestige évolutif. Les femelles, elles ont un orgasme comme les mâles en ont un. Bon, l'évolution a gardé celui des femelles, comme ça. Mais c'est pour ça qu'elles ont plus de mal à en avoir, parce que comme c'est pas vraiment pour elles, c'est comme ça. Le problème, c'est que quand on regarde au niveau d'évolution, on s'aperçoit que la plupart des espèces ont développé ce qu'on appelle le circuit nerveux de la récompense. Ça, c'est les physiologues qui appellent ça comme ça. En gros, ça veut dire qu'on est capable de chercher des sources de plaisir et de refuser des sources qui ne nous font pas plaisir. Hein, vous mettez un rat devant des intensités lumineuses trop fortes ou des décharges électriques, il va dire non, je ne veux plus y aller. Et puis vous le mettez devant des plaisirs, là, il va y aller. C'est simple. On est à peu près tous pareils. Sauf que si ces circuits de la récompense existent, ils n'existent pas que par rapport à l'environnement. Ils existent aussi par rapport à tout un ensemble d'autres éléments. Alors, chez le mâle, l'orgasme est une décharge qui sert évidemment aussi à l'éjaculation. Elle est liée à l'éjaculation. Biologiquement, c'est donc plus le sexe reproducteur. À chaque fois, il ne peut pas faire autrement, il envoie des éléments reproducteurs dans l'espace. Après, ça atteint ou pas la cible, mais il est obligé de se reproduire à chaque fois. Chez la femelle, au cours de l'évolution, on va voir petit à petit l'ovulation qui va se dissocier. L'ovulation va devenir indépendante. Biologiquement, la femelle peut donc tricher. Ben, c'est ce qu'elle fait. Prenez par exemple chez les truites. Chez la truite arc-en-ciel, c'est très simple.
Le mâle prépare un petit nid, c'est très grossier, il touche quelques rochers, et puis là, il commence à exciter la femelle, et puis il dit à la femelle, maintenant que j'ai touché quelques rochers, tu vas déposer tes ovules, puis moi j'arrive derrière, et devant les ovules, le mâle, hop, il éjacule, il arrose tout ça, et normalement la fécondation se passe. Sauf que la femelle, elle n'a pas forcément envie de ce mâle-là. Or, mesdames, vous connaissez les mâles. Les mâles, des fois, c'est tellement insistant qu'on a quand même envie de leur faire plaisir. Mais de là à coucher avec, c'est quand même pas si simple. Donc, elles vont trouver un truc. Alors, elles vont bouger les cailloux, faire croire qu'elles pondent, rester un peu sur place. Elles vont faire hop, 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 vous voyez, hop, un grand frétillement de queue. Et le mâle, il va se dire, allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et il arrose les cailloux. Voilà. Donc, en manifestant un faux orgasme, les femelles vont tromper les mâles. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être? Sans doute. Donc, si la femelle peut tricher grâce à ce moyen particulier, évidemment, de faire semblant d'obtenir un orgasme, on comprend pourquoi est-ce qu'effectivement l'ovulation et l'orgasme se sont dissociés au cours de l'évolution. En fait, c'est relativement simple. L'orgasme, à la base, dérive bien du réflexe d'expulsion des ovules et des spermatozoïdes. C'est pour ça qu'il est produit dans des liquides. Chez la femelle, c'est plutôt la glande de Skene qui est l'équivalent de la prostate. Enfin bon, je passe tous les détails médicaux sur tout ça. Mais il est produit par... Pardon? Non. Vous réfléchissez. Oui, tout à fait. Alors ce sont les glandes de Skene plus que les glandes de Bartholin qui participent, parce que les glandes de Skene sont associées plutôt à la prostate. Et donc chez l'homme, c'est la prostate. Chez toutes les femelles de mammifères, on va retrouver ces éléments particuliers. Mais... fabriquer un orgasme chez la femelle, ça va devenir un signal qui dit au mâle, ok, tout va bien, on a réussi notre truc, je suis fécondé, enfin du moins je suis potentiellement fécondé, tu peux aller voir ailleurs. Et donc du coup la femelle, si elle dit, en fait j'ai pas du tout joui ni rien du tout, mais il peut aller voir ailleurs, elle peut retourner voir ailleurs aussi quand elle veut. Et lui, le mâle, comme il est tout content d'avoir réussi son coup, eh bien évidemment il va faire autre chose. C'est ce qu'on appelle en biologie évolutive une sélection post-copulatoire. Évidemment, si le couple s'entend bien, il n'y a aucune raison que la femelle triche comme cela. Hein. Il n'y a évidemment pas de raison particulière. Mais cette possibilité évolutive est très importante, parce que ça montre, rappelez-vous, je vous ai dit au départ, il y a un problème de consentement. Il y a un problème de consentement dans le sexe. On ne sait pas quand est-ce que ça commence, le consentement, et quand est-ce que ça finit. Et bien vous le voyez, même après l'amour, c'est toujours pas fini. On ne sait toujours pas si la femelle est d'accord pour se reproduire avec vous. Vous le voyez donc bien, le sexe n'est pas un outil pour mieux se reproduire. C'est au contraire, évidemment, un dispositif particulier qui dérive d'une très très vieille interaction, l'interaction que les êtres vivants ont toujours les uns avec les autres, puisque ce sont d'abord des relations qui structurent les êtres vivants, qui font une grande structuration dans l'espace-temps, et à chaque fois, évidemment, qu'on a construit ces relations, on a construit une écologie. C'est comme un château de cartes, hein. Chaque fois qu'on enlève des cartes de ce château de cartes, le château de cartes devient plus fragile. Après, il suffit d'une comète qui tombe du ciel et le château de cartes s'écrase complètement. Mais il faut bien se rappeler quelque chose, on n'a jamais évolué seul et on ne trouvera sûrement jamais une planète dans laquelle il y aura un seul être vivant. Ce n'apparaît pas possible. L'évolution de tous concerne l'évolution de chacun, car l'évolution est d'abord ce que moi j'appelle une écologie évolutive. Alors certains veulent parfois tirer des énoncés assez normatifs à partir de la biologie. On le sait, beaucoup veulent exiger de la biologie des règles religieuses ou sectaires, mais en fait on s'aperçoit quand même d'une grande leçon dans cette histoire, c'est que c'est la diversité qui l'emporte dans l'évolution, et que l'évolution a d'abord privilégié la diversité des possibilités sexuelles chez toutes les espèces vivantes, et évidemment à l'intérieur de chaque espèce peut faire absolument ce qu'elle veut pour réussir cet élément absolument fantastique qu'est la relation amoureuse dans le temps. Merci de votre attention.